Nous sommes présents sur le plateau de Théo Café avec Julien Clerc qui est avec nous ce matin. Ça fait de nombreuses années que nous vous suivons, vous nous accompagnez durant toutes les étapes de notre vie. Un nouvel album, une tournée qui va durer 1 an. Alors là, il faut y aller. Hein. Bien, vous avez la vitalité, ça va. sans problème. C'est amusant parce qu'on était en train d'attendre le générique et de vous attendre. Et on était en train de discuter de la prestation des Rolling Stones. Oui. Alors, quand on les voit eux comme ça, en forme comme ça donne du courage. Devant 40 000 personnes. Ils faisaient déjà partie des artistes que j'admirais et que j'écoutais avant même que moi je fasse de la musique. D'ailleurs, c'est une chance inouïe de pouvoir encore aller voir sur scène des gens qui vous ont inspiré, parce que toute cette époque de la musique anglaise, de la musique pop anglaise, avec les Beatles et les Stones. Bon, moi, j'étais plutôt un auditeur des Beatles, mais enfin, les Stones, c'est le groupe que j'ai vu sur scène le plus de fois. Ils n'ont pas trop vieilli. Ben, ils ont évidemment qu'ils ont vieilli, mais vous savez, ce qui compte, vieillir, c'est le lot de tout le monde. Ce qui compte, c'est l'énergie. Si vous avez encore de l'énergie dans la vie, ou si vous n'en avez pas, et pour ce métier-là, et en particulier le rock'n'roll, si vous n'avez pas d'énergie, il faut mieux rester chez vous. Bon, ça a plu à votre fils? Écoutez, mon fils, il a 9 ans. Bon. Moi, je voulais qu'il voie ça, parce que je voulais qu'il voie... Vous comprenez, tous ces groupes qui sont encore en activité de cette époque-là, ils ont inventé quelque chose. Et il vaut toujours mieux voir les inventeurs que les suiveurs. C'est sûr. Des enfants seront présents sur le plateau de Théo Café dans quelques minutes, plutôt en fin d'émission d'ailleurs, puisque vous nous interpréterez un titre de l'album. Le petit bonhomme là qu'on voit dans sa voiture. C'était bien dans cette voiture. Oui, bien sûr. Et c'est très très loin de vous, ça. Oh oui, parce que c'est des souvenirs que j'ai pas. Moi, je ne sais pas. Il y a des ça, sans doute, j'en ai un peu plus des souvenirs, surtout d'ailleurs les souvenirs. De vacances? Oui, le souvenir là sur le bateau, sur le lac Léman. Je m'en souviens, j'étais parti seul avec mon père. Il nous emmenait. Il avait beaucoup d'enfants, il en a eu jusqu'à 6 à la fin, quand on était tous là. Et il se débrouillait toujours pour nous emmener plutôt en voyage, un par un, comme ça. C'était bien, parce qu'on avait un moment seul avec lui. Donc ça, je m'en souviens très bien. Vous avez plutôt des bons souvenirs. Ils ont divorcé, vos parents, très vite, après votre naissance. Est-ce que ça fragilise ou au contraire, ça donne une arme dans la vie? Je pense que ça donne, si on est déjà sensible, ça encourage la sensibilité et le sens émotionnel. Mais j'ai une chance inouïe, c'est que ce soit 2 milieux sociaux différents. Ça, c'est une richesse folle. Un milieu bourgeois, du côté de votre père? Oui, enfin bourgeois, on va dire intellectuel. Haut fonctionnaire. Voilà, mais ce n'est pas de la bourgeoisie, parce que mon père détestait les bourgeois, en fait. On va dire que c'était plutôt une espèce d'intellectuel d'origine rurale, on va dire. Et puis de l'autre côté, vraiment, alors le monde ouvrier. Donc c'est une chance du côté de ma mère. Donc c'est une chance inouïe, je crois, d'avoir eu ces deux choses dans mon ADN. Ouais. Ça équilibre? Ça équilibre, mais ça m'a même aidé par la suite à ne jamais me faire embarquer dans des folies politiques ou des... j'ai eu très tôt, je pense, une espèce de distance vis-à-vis de ce que racontaient les mouvements politiques et les hommes politiques, parce que, en plus, c'est dingue, parce que c'était une époque où les gaullistes et les communistes étaient en pointe, c'était les 2 grands partis de notre pays. Et c'était une chance d'appartenir aux deux, si vous voulez, parce que, comme toute entreprise humaine, à part les entreprises de fanatisme ou les entreprises extrémistes, il y a toujours du bon dans toutes les entreprises humaines. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré comme leçon. Vous avez été un rebelle, vous? Oui, je pense que quand on fait notre métier, on est forcément un rebelle. Hein. Mais ça se traduit comment? Il y a eu des déjà, c'est une rébellion de quitter son milieu, de sortir. C'est pas tellement que je savais ce que j'allais faire, je savais même pas du tout, mais j'étais certainement pas programmé pour faire ça. Il n'y avait pas d'artistes dans ma famille. Il n'y avait dans ma famille que des employés, soit de banque, soit des femmes de ménage comme ma grand-mère, soit des intellectuels comme mon père, professeur de français, latin, grec. Mais il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas de musiciens. Donc déjà ça, c'est une rébellion. Mais comme j'étais un rebelle... quand même, je crois, bien élevé, et que je respectais beaucoup la vie de mes parents, en fait,
J'ai bien réfléchi avant de me lancer parce que je ne voulais pas les décevoir. C'est d'ailleurs cette chose qui m'aura suivi toute ma vie, de ne pas vouloir décevoir les gens qui comptent pour moi. Oui, et vous avez commencé à chanter très tôt, même durant les repas familiaux. Et on a retrouvé cette archive de votre belle-mère, votre deuxième maman, comme vous dites, qui raconte. La première fois qu'il a chanté en public, c'était un mariage en Poitou. Oui, monsieur, oui, oui. Il a chanté des chansons poitevines que je lui avais appris. Vous vous en souvenez de cette tablée familiale? Non. Me souviens, c'est elle qui m'a mis au piano, avec l'accord de ma mère, évidemment. Je me souviens des deux femmes se parlant sur le fait qu'on me mettait au piano. Si vous n'aviez pas été chanteur, vous auriez aimé exercer un autre boulot? Ouais, je ne sais pas, j'avais pas trop d'idées, en fait, pour vous dire la vérité. J'avais des... C'est par défaut que vous êtes devenu chanteur? Non, c'est pas par défaut. C'est parce que j'ai compris... Non, je pense que j'ai aimé la musique très tôt. Mais je me suis vraiment lancé, c'est le jour où j'ai découvert, sur le piano de la maison, d'ailleurs, dans le salon, là, salon salle à manger, il y avait un piano à queue, un petit piano à queue, où j'ai découvert que j'étais capable d'inventer de la musique. En fait, c'est ça qui m'a fait passer le pas. Très. Parce que je ne pense pas intuitivement que j'y serais allé. D'abord, je ne savais pas encore que j'avais une voix. Ça, je ne le savais pas à cette époque-là. Donc, je ne pense pas que j'y serais allé si j'avais dû être qu'un interprète. Ce qui m'a déclenché, c'est la sensation d'inventer de la musique. Et ça, c'est pas pareil, parce que j'ai dû comprendre instinctivement que quand on crée son propre matériel, on est responsable de son destin. La suite de votre destin nous est racontée par Julie Mareuil. Julien Clerc, quel genre, quelle carrière voulez-vous faire? Je veux faire une carrière avec un grand C. C'était il y a 50 ans. Julien Clerc est déjà l'obsession de durée. Mais ce n'est pas rien de faire une telle carrière. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Le temps passe, oui, mais les tubes, eux, restent. Des tubes que l'on a tous fredonnés un jour ou l'autre. La musique, c'est vous. Des mélodies intemporelles. Les paroles, c'est eux, à commencer par Étienne Rodagil et sa cavalerie en 1968. Emblème de toute une génération, une carrière en bonne voie. Et puis d'autres auteurs auront Jean-Loup Dabadi, Double sens et double jeu. Maxime Le Forestier, Françoise Hardy, Si j'étais Carla Bruni je ne et tant d'autres jeunes plumes. Car votre secret pour durer, savoir vous entourer, sans cesse vous renouveler et surprendre. En 1969, vous vous faites remarquer dans la comédie musicale Air où vous jouez les hippies. Vous vous engagez aussi contre la peine de mort Exécuté. aux côtés de Robert Badinter. On ne peut pas répondre à la mort par la mort. Mais enfin, ça, c'est des choses que Maître Badinter dit mieux que moi. Et sur le terrain auprès des réfugiés comme ambassadeur du HCR. Je veux être utile à vivre et à rêver. Vous nous l'avez prouvé une fois encore en 2016 lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Aujourd'hui, vous signez un 24e album et toujours le même enthousiasme, la même fraîcheur. Je t'aime, etc. Hommage aux 86 victimes à Nice. Calogero, qui a arrangé d'ailleurs et réalisé votre album, disait à cette même place combien il avait été extrêmement ému. Même lui-même, il avait craqué, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout de sa chanson. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'était très... Moi aussi, c'était vraiment très émouvant. D'abord, c'était une cérémonie qui était réussie. C'est pas toujours réussi, les cérémonies. Celle-là, c'était beau, grave, très triste. Et en même temps, vous passez quand vous avez un ordre de passage. Vous voyez, moi, je passais juste après le discours de cette pauvre jeune femme qui avait fait d'ailleurs un très beau discours, qui avait perdu des proches, etc. Et je peux vous dire que ça prend à la gorge. Ouais. Ouais, et comment on garde la maîtrise? Je suppose, en ce qui me concerne, que c'est... J'ai envie de vous dire le métier, c'est-à-dire j'ai chanté cette chanson tant de fois, je n'avais plus qu'à mettre l'émotion dedans.
Dans les années 80, vous n'aviez pas caché que vous aviez pris quelques substances très toxiques, et notamment pour la voix. Non, c'était très mauvais pour la voix, au contraire. Mais oui, voilà. Et pourquoi vous aviez ressenti ce besoin? Je pense que c'était une posture de l'époque. Ah ouais. Dans notre métier, C'est modeux. c'était un peu comme ça, moi je crois. Et puis alors après, vous avez les gens qui malheureusement, ils prennent du plaisir. Et quand on n'y prend pas un plaisir fou, on arrive à ça s'arrête s'arrêter. tout seul. Pensez ça. On sous-estime toujours dans l'addiction le plaisir. Il faut bien que ça commence par quelque chose, l'addiction. Moi, j'ai eu de la chance, ça ne me donnait pas de plaisir. C'est une crainte pour vous en tant que père de famille? Bon, la phrase que j'ai eue à plusieurs reprises, d'abord, je me suis permis de leur dire aux uns et aux autres que avant 20 ans, je crois que toutes les cellules ne sont pas encore formées, développées. C'est une connerie de se mettre en particulier, même au pétard, dont on dit que c'est une drogue douce. C'est une drogue, non, pas si douce que ça. Hein. Et puis souvent, elle peut être le marchepied pour d'autres drogues. Donc, déjà, avant 20 ans, c'est une erreur. Mais moi, c'est un truc que j'ai dans la vie. Je me dis, on accompagne les enfants jusqu'à 20 ans. Puis vous savez, après, surtout à notre époque où ils sont au courant de tout très tôt, beaucoup plus que nous l'étions. Donc, essayons de les accompagner bien jusqu'à 20 ans. Donc moi, je me suis permis de leur dire ça à tous, hein, sauf au dernier, parce qu'il n'est pas question de parler de ça pour l'instant. Ils l'ont respecté? Plus ou moins. Et en même temps, les jeunes, il faut bien qu'ils mènent leur vie à eux. Mais je pense que quand on parle intelligemment, et je pense que ça reste dans un coin de leur tête. Voilà. Et s'ils ne sont pas trop mal dans la vie, parce que c'est souvent une compensation à un mal-être, eh ben, ils passeront à autre chose d'eux-mêmes. Il y a une amitié des années 74. Là aussi, on a retrouvé une archive avec Barbara. Mon Dieu, que c'était drôle. Elle est sublime, franchement. Ouais. Regardez-la, parce qu'elle est très touchante, puisque vous interprétez la chanson de l'autre. Oui. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux, que ce fut j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Si depuis j'ai dit je t'aime, du plus loin que me revienne la plus belle histoire d'amour, c'est vous. Tu me souffles alors, hein? Oh, bah c'est très gentil, c'est très discret, personne ne va comprendre. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Ce n'est rien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, et c'est très bien. C'est intimidant? Oh, je ne sais plus, moi, si j'étais intimidé ce jour-là. Mais il y a eu une période très intense où elle était très présente. Et mon Dieu, qu'elle était drôle. Voilà. Et quand je revois cet extrait-là, je me rends compte, même dans la musique de Ce n'est rien, et elle devait le savoir, elle avait des oreilles tellement fines et à l'affût. Je pense être de la même race qu'elle. J'ai fait toute ma vie mon métier avec mes oreilles. Eh bien, elle devait l'entendre, qu'il y avait une petite filiation. Même dans mes mélodies, elle devait bien comprendre qu'elle avait fait partie des artistes qui m'avaient marqué. Vous savez, ce sont des choses dont on n'a pas besoin de parler. C'est du non-dit, mais c'est des trucs de musiciens, ça.